Hello mes enfers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Oui, j'ai les cheveux mouillés, je suis pas coiffée, c'est n'importe quoi. Mais j'avais très envie de tourner cette vidéo, donc je pouvais pas attendre plus. J'espère que vous m'en voudrez pas. Ceci étant dit, on est parti pour la vidéo du jour. On parle de Charles Albright, aussi appelé The Eyeball Killer. Ce dernier est né le 10 août 1933 à Amarillo, dans l'état du Texas, aux États-Unis. Il a été adopté à l'âge de 3 semaines par Fred et Dale Albright et sa mère est enseignante. On sait que ses parents l'aiment beaucoup, peut-être même un petit peu trop, puisque sa mère est surprotectrice et très contrôlante envers son fils. Sa mère lui fait même l'école à la maison et grâce à ça, il saute de classe. Ouais, on peut dire que c'était un garçon plutôt intelligent. Concernant les choses un petit peu étranges à son sujet, enfin étranges, c'est pas non plus très étrange, sa mère l'habillait parfois avec des vêtements de fille et lui a déjà offert des poupées comme si au fond d'elle, elle aurait préféré une fille à un garçon. Albright a toujours été un petit peu rebelle dans le sens où lorsque sa mère partait au travail, il avait pour habitude de s'enfuir de chez lui et elle s'est toujours demandé comment il faisait puisqu'il n'y avait pas de trou dans la clôture. Enfin, normalement, il ne pouvait pas s'enfuir de chez lui. Ce n'est que plus tard qu'elle apprend que son fils, qui était tout de même très malin, attendait sagement que des passants soient dans la rue pour les arrêter et leur demander de le porter afin de le faire passer par-dessus la clôture. Ou là, enfin, je ne sais pas vraiment ce que c'était. Et après, une fois qu'il était passé par-dessus, il partait de chez lui. C'est quand même assez étrange que des passants acceptent ça. Je veux dire, si moi je marche et qu'un petit enfant me dit hey, « est-ce que tu peux me porter pour que je m'enfuis de chez moi ?» Je vais pas dire oui. Peut-être qu'il jouait la carte de l'enfant victimisé pour que ses passants aient pitié, je sais pas. Mais c'est tout de même très bizarre. À l'adolescence, il reçoit son premier pistolet, les États-Unis, et quoi de mieux que de s'entraîner à tirer sur des lapins ou des écureuils. Il développe en parallèle une passion pour la taxidermie et avec sa mère, il apprend à peler et à bourrer les animaux. Donc c'est sa mère qui lui a transmis cette passion. Très étrange. Et puis au bout d'un moment, il s'en lasse, donc il arrête tout ça. Je me demande quelle sera sa prochaine passion. À côté de ça, de temps en temps, il aide son père avec l'agence immobilière. Oui, parce que j'ai dit que sa mère était enseignante, mais son père travaille dans une agence immobilière. Sa première arrestation remonte en 1946, alors qu'Albright a 13 ans, et le motif est simple, agression aggravée. Ça ne présage rien de bon. L'année suivante, ses parents lui achètent une propriété. Il a 14 ans, je dois le rappeler quand même. Ils sont sympas ses parents. L'année encore d'après, lorsqu'il a 15 ans, il a sa première expérience sexuelle avec une prostituée qui lui donnera des morpions. Il y a mieux comme première expérience sexuelle. Quelques mois plus tard, la police se rend chez Albright parce qu'il a volé 380 $ et lorsqu'ils arrivent chez lui, ils découvrent chez lui 2 pistolets et une carabine. Il est condamné à passer 2 années en prison pour vol et détention d'armes à feu, cependant il ne passera que 6 mois derrière les barreaux. À l'âge de 17 ans, il commence à étudier la médecine à l'université de l'Arkansas et c'est aussi la période où il commence déjà à avoir des comportements bizarres. Il se rend dans le dortoir des filles pour voler des photos des filles nues et fait irruption dans le bureau d'un professeur alors qu'il n'a pas le droit de faire tout ça. Un jour, comme ça, il décide de faire un prank à l'un de ses amis. Attention, on est vraiment sur du prank de haut niveau, de qualité supérieure, hyper drôle. C'est faux, c'est pas drôle du tout. Il récupère la photo de l'ex-petite amie de l'ami en question, enfin de son ami en question à qui il fait le prank. Il découpe les yeux de cette petite amie, puis il les colle sur sur le visage d'une autre fille et il exhibe la photo dans le dortoir. Et ça, ça le fait rire. C'est pas très drôle. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'il a une fascination un peu bizarre avec les yeux. Et à mon avis, l'apprentissage de la taxidermie avec sa mère n'a pas vraiment dû arranger les choses. Quand je dis ce qui n'a pas arrangé les choses, c'est surtout que ça lui a appris à savoir comment retirer les yeux proprement d'un animal. Oui, parce que dans la taxidermie, on retire les yeux pour les remplacer par autre chose. Des faux yeux, des billes, etc. À 20 ans, il sort avec Betty Nestor et se marie avec elle le 27 décembre 1954, soit un an après qu'ils soient sortis ensemble.
puisqu'en 1954, il avait 21 ans. Ensemble, ils auront une fille, et côté professionnel, Albright n'arrive pas à garder ses petits boulots plus de 3 mois, donc il enchaîne les expériences professionnelles. Il devient entre autres fabricant de battes de baseball, illustrateur, professeur de biologie, entraîneur de foot, concepteur pour une entreprise d'aviation, bref, il touche à tout. Il explique cela tout simplement par le fait qu'il s'ennuyait très facilement au travail. En 1967, il est de nouveau mêlé à des affaires de vol, cependant les charges ne sont pas retenues contre lui et il est libéré. Albright falsifie son diplôme pour obtenir un A au lieu de son B initial, mais il fait également sa propre licence et falsifie son diplôme de maîtrise. 2 ans plus tard, il se fait attraper et il est condamné à 3 années de mise à l'épreuve dans le comté de Hunt pour falsification et altération de documents officiels. En 1971, il est de nouveau condamné à la probation parce qu'il a falsifié des chèques de banque et 4 ans plus tard, en 1975, sa femme et lui divorcent. À 46 ans, il continue toujours de voler et il est même condamné à 1 année de probation puisqu'il a volé 2 parfums dans un magasin à Dallas. Il explique que s'il a volé ces parfums, c'est tout simplement parce qu'il aime offrir des cadeaux, quelle que soit sa situation financière, et lorsque cette dernière ne le lui permet pas, eh bien, il les vole. En 1980, c'est retour à la casse-prison puisqu'il a volé une scie à onglets et d'autres articles. 1 an plus tard, en 1980, sa mère adoptive décède et Albright, à ce moment-là, il se met en tête de retrouver sa mère biologique. 3 ans plus tard, en 1984, il est accusé d'avoir été violent physiquement avec la fille de l'un de ses amis qui était alors âgée de 9 ans. Il se déclare bien évidemment innocent et fait l'ignorant quant au pourquoi du comment des accusations. Cependant, il accepte un plaidoyer de culpabilité pour ne pas causer d'autres problèmes. En même temps, avec toutes les accusations qui sont sur lui dès le départ, c'est assez difficile de plaider non coupable. Et comme ça, il continue pendant quelques années à faire parler de lui en retournant très souvent devant les tribunaux pour des accusations comme des vols par exemple. En 1986, alors qu'il a 53 ans, c'est au tour de son père de décéder. Albright déménage avec sa petite amie qui s'appelle Mary à Austin. Il hérite de 100 000 $, cependant on ne sait pas vraiment ce qu'il fait de son argent puisque sa petite amie se voit obligée de travailler dans un magasin de cadeaux pour payer les dépenses du couple, mais aussi pour entretenir Albright. En 1988, le corps d'une femme âgée de 30 ans, Rhonda Bowie, une prostituée de Dallas, est retrouvé. Cette dernière a été poignardée. Cependant, au début, on ne sait pas si c'est Albright qui l'a tué ou non. On sait seulement qu'il a été impliqué dans d'autres affaires du même style, mais on n'est pas vraiment sûr qu'il soit l'auteur de ce crime. 2 ans plus tard, lorsqu'Albright a 57 ans, il entame une relation avec une femme qui s'appelle Glenda Durham. Ils vivent en couple, tout va très bien. Et d'un seul coup, elle se rend compte qu'en fait, il a déjà une petite amie. Et donc, elle décide de mettre un terme à cette relation. En 1990, Albright commence à dessiner des portraits de femmes mutilées et son comportement devient de plus en plus étrange. Parmi ses comportements bizarres, il tond souvent la pelouse en sous-vêtements et il achète de nombreux livres sur les tueurs en série. Bon, ça, je le fais aussi. Et pour gagner un petit peu d'argent, il distribue les journaux le matin pour le Dallas Morning News. Le 13 décembre 1990, le corps de Mary Lou Pratt, une prostituée de 35 ans, est retrouvé gisant sur le dos. Le tueur lui a ôté les globes oculaires après lui avoir tiré une balle de Magnum 44. Puis son corps a été jeté dans le sud du comté de Dallas. Le médecin légiste relève que les yeux ont été retirés avec une extrême précaution. Autrement dit, le tueur savait exactement ce qu'il faisait et comment il fallait faire, et comme ils n'ont pas retrouvé les yeux, il suppose que le tueur est parti avec. Le 10 février 1991, Susan Beth Peterson, qui a 27 ans, est tuée de plusieurs balles. Le tueur lui a relevé le t-shirt au-dessus des seins et il lui a tiré une balle en haut du crâne, dans la nuque et dans le sein gauche. Ses yeux ont ensuite été ôtés, comme pour la précédente victime, et son corps a été jeté à la limite sud de la ville. Le 19 mars 1991, Shirley Elizabeth Williams, une prostituée de 41 ans, est retrouvée morte près d'une école. Le mode opératoire est le même qui a été utilisé sur la victime précédente et donc encore une fois, ses yeux ont été ôtés. Elle a des contusions sur le visage, son nez est cassé et une balle est figée en haut de son front. Le 22 mars 1991, la police se rend au 1000 avenue de l'Eldorado et fouille la maison d'Albright.
Les policiers trouvent un pick-up Chevrolet volé en 1988 et donc ils l'amènent au poste pour l'interroger. Son interrogatoire durera 7 heures et il est inculpé pour les 3 meurtres. Quand je dis les 3 meurtres, je parle des 3 derniers meurtres dont je vous ai parlé, puisque pour le meurtre de la prostituée de 30 ans Rhonda Bowie, ils ne savent pas vraiment si c'est Albright ou non qui l'a tuée. D'autant plus qu'ils n'avaient pas suffisamment de preuves, donc rien ne permettait d'affirmer à 100% qu'il était l'auteur de ce crime. Son procès débute le 13 décembre 1991 et il y a de grosses failles dans le dossier de l'accusation. La seule preuve solide qu'ils ont est qu'ils ont retrouvé un cheveu appartenant à Albright sur le corps de Shirley Elizabeth Williams. En effet, cette dernière était une prostituée et donc il aurait tout simplement pu aller la voir pour avoir un acte sexuel, mais pas forcément pour la tuer. 5 jours plus tard, le 18 décembre 1991, le jury délibère et déclare Charles Albright coupable. Il est condamné à la prison à vie pour les meurtres de Shirley Elizabeth Williams, Mary-Lou Pratt, mais aussi Susan Beth Peterson. Et bien sûr, aujourd'hui, il continue de clamer son innocence. Voilà, c'est la fin de cette histoire. J'ai l'impression qu'elle est un petit peu plus courte que d'habitude, mais je n'en suis pas sûre à 100%, je verrai au montage. Nope. J'espère que le sujet vous aura plu et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.